Bonsoir à toutes et à tous. Je vous demande de vous installer, s'il vous plaît. Merci d'être présents ce soir pour cette nouvelle conférence Iségoria. Ce soir, nous recevons un spécialiste, un expert, M. Dominique Jacomet. Ma présentation, qui d'habitude s'attarde davantage à montrer l'homme derrière la figure médiatique, sera aujourd'hui plus modeste mais plus utile. En effet, vous êtes une personnalité éminente du monde de l'industrie textile en France et de la mode, mais une figure méconnue, voire inconnue pour la grande majorité de notre auditoire ce soir. Je fais donc les présentations. Dominique Jacomet, vous avez effectué vos études en économie et en sciences de gestion à Sciences Po Paris, puis à l'Université Paris-Dauphine. Votre carrière d'enseignant vous a conduit à l'ESCP et à l'IFM, l'Institut français de la mode, que vous dirigez maintenant. J'en profite pour présenter cette institution. Créée en 1986 à l'initiative du ministère de l'Industrie et des professions du textile et de la mode, cet établissement se veut originellement comme le centre de formation, de recherche et d'expertise sur le secteur de la mode, du design et de la création plus largement. Cette grande école des industries de la création possède un champ d'intervention très large, de la mode au textile, du luxe au design, en passant par les cosmétiques. Elle contribue à former des managers et des cadres responsables et avisés dans le secteur, capables d'anticiper sur les mutations à venir et qui pourront dynamiser la création et l'innovation au sein des grandes entreprises de mode, tout en faisant rayonner l'expertise française dans ce domaine. Par ailleurs, vous avez également vécu une expérience comme directeur d'entreprise dans le secteur du textile, qui avait fixé les stratégies de développement pour l'avenir dans un secteur soumis parfois à des difficultés importantes, notamment dans notre pays. Vous avez notamment occupé la fonction de directeur général dans les groupes Indreco et Devanlay, qui correspondent aux marques Newman, Mendes et Lacoste, de 1982 à 1998. Depuis 1992, vous êtes également vice-président de l'Union des industries textiles. Vous avez donc un CV particulièrement éloquent pour venir ce soir évoquer avec nous l'avenir de l'industrie textile en France et en Europe, les perspectives qui peuvent s'offrir à cette industrie de création qu'est la mode, et plus largement le luxe, balancé entre le respect et la continuation d'un héritage artisanal fort et riche en symboles pour les marques, et un horizon d'innovation et de modernité qui s'offre à elles, et qu'elle aurait tort de ne pas embrasser. D'où la formulation de notre thématique ce soir, l'industrie du luxe entre héritage et modernité. D'où la nécessité également de vous compter parmi nous pour nous éclairer sur des enjeux méconnus. C'est donc avec grand plaisir que nous vous recevons ce soir. Bonne conférence à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus nombreux ce soir pour suivre cette conférence Iségoria. Cher Dominique Jacomet, nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir, et ce, à plus d'un titre. Il y a tout d'abord votre expertise, qui n'est pas seulement celle d'un observateur extérieur, enseignant-chercheur et directeur de l'Institut français de la mode, mais aussi celle d'un praticien, comme disent les économistes, acteur du marché du luxe, en particulier à la direction de Lacoste, comme le rappelait Pierre Baptiste. Par ailleurs, il n'est pas rare, avis aux amateurs, que des diplômés de l'ENSIA viennent frapper, parfois avec succès, aux portes de l'IFM, pour ajouter à leurs connaissances managériales des compétences sectorielles très spécifiques. Enfin, votre présence ce soir et la thématique qui en découle est, ne le boudons pas et réjouissons-nous plutôt, un motif de satisfaction nationale puisque les groupes français s'octroient la part du lion sur le marché international du luxe. En ce sens, cette conférence va rompre avec les inquiétudes, voire le pessimisme, dont ont témoigné ici récemment nos invités autour des différentes crises actuelles, qu'elles soient politiques, économiques et sociales ou diplomatiques. Selon les estimations de divers cabinets, dont le BCG ou Bain, le marché mondial du luxe pesait, hors véhicule, un peu moins de 200 milliards d'euros en 2011 et pourrait croître encore de 20% à l'horizon 2014. Certes, LVMH est leader mondial et a connu, alors que la récession menace l'Europe, une progression de son chiffre d'affaires de 26% au premier semestre 2012. Mais les autres groupes français ont eux aussi, et vous me pardonnerez ce bon mot facile, la frite. Ainsi de Gucci détenu par le groupe PPR, de Hermès et de Chanel, pour ne citer que les principaux. Alors que beaucoup de secteurs économiques connaissent des difficultés croissantes, le secteur du luxe ne s'est donc jamais aussi bien porté, imperméable aux difficultés ambiantes. À l'heure de la dramatisation sur la désindustrialisation française, il y a certainement des leçons à tirer de ce succès. Sans présager du contenu de votre conférence, cher Dominique Jacomet, les cuivres polis et devantures des boutiques de l'avenue Montaigne, la beauté des agencements et naturellement celle des produits laissent deviner des modèles économiques en réalité complexes. L'on devine que les dépenses marketing sont certainement bien plus élevées dans le luxe qu'ailleurs, l'image de la marque étant primordiale. L'on devine aussi des phénomènes de péréquation entre produits. Charge à certains de tirer l'image de marque vers le haut,
de manière à pouvoir vendre massivement des produits plus classiques, comme c'est le cas chez Louis Vuitton, avec des sacs monogrammés aux origines plus que centenaires. Ainsi aussi des défilés de haute couture, véritable gouffre financier. La marque Christian Lacroix n'a-t-elle pas toujours été déficitaire? Mais qui permettent de vendre ensuite du prêt-à-porter, des accessoires et surtout des parfums. Ce dernier constat place parfois les directeurs artistiques dans des situations qu'ils n'assument pas toujours. Ce qu'a révélé le scandale entourant le comportement outrancier de John Galliano, alors DA chez Dior, c'est l'incroyable pression subie dans un métier rythmé par au moins 4 collections par an, où le styliste doit apparaître comme un artiste à part entière, c'est-à-dire innover, mais aussi adopter une posture appropriée, proche de l'image d'Épinal des artistes, en bref, se mettre en scène. Mais il doit aussi accepter que des chefs de produits marketing revoient ensuite sa copie, en ajoutant moult accessoires plus vendables, mais qui dévoient peu ou prou l'esprit de la collection qu'il a créée. Autre complexité qui parfois nous échappe, le luxe est aussi un secteur technologique. Sans parler de l'horlogerie ou de l'automobile, où cette caractéristique se conçoit aisément, le textile et l'habillement intègrent fortement cette dimension. Enfin, et ce sera ma dernière interrogation, la contrainte que représente le coût du travail en France paraît totalement surmontée dans le secteur du luxe, qui maximise ce qui est appelé la compétitivité hors coût, alliant une qualité traditionnelle des matériaux et du savoir-faire avec une innovation des formes, des process et des composantes. Puisse-t-il en être longtemps ainsi? Longue vie à une industrie prospère, porteuse de compétences et d'emplois locaux, et merci à vous, cher Dominique Jacomet, de venir nous en expliquer ici même les rouages subtils. Bonsoir, merci à vous, cher Laurent Noël. Vous avez déjà dit beaucoup de choses, donc ça va me simplifier la tâche et des choses déjà très pertinentes. Merci aussi à tous les étudiants d'Audencia. Je dois dire que je suis particulièrement heureux d'être avec vous ce soir parce qu'en effet, cette industrie du luxe a besoin de vous. Elle a besoin de talents et c'est une industrie qui recrute et qui va recruter dans les années à venir, non seulement parce qu'il y a une croissance pour cette industrie, et j'y reviendrai, mais aussi parce qu'il y a des phénomènes, je dirais, démographiques, de renouvellement des collaborateurs à l'intérieur de ces entreprises. Alors, j'ai intitulé cet exposé, qui va durer environ 1 heure, « L'industrie du luxe entre héritage et modernité ». Alors d'abord, je tiens en effet au terme d'industrie du luxe. Alors ça, je fais une petite parenthèse. Vous avez bien voulu parler de l'IFM, donc vous avez ici l'incarnation, le lieu, puisque l'IFM, vous voyez, dans un bâtiment assez étrange, qui sont en fait les anciens docks du port de Paris. Et donc j'en viens à notre propos. Et donc je tiens à ce terme d'industrie, d'abord parce que c'est vrai que pendant longtemps, le luxe a été perçu comme une non-industrie. On parlait des maisons, on parlait de l'artisanat de luxe, on parlait des créateurs. Il faut dire que les créateurs, pendant longtemps, ont une aura qui écrasait un petit peu la dimension entrepreneuriale. Et j'aime bien cette formule de Domenico Desolé, qui était le président de Gucci, vous vous souvenez, avec Tom Ford comme directeur artistique. Et il avait coutume de dire « Fashion was viewed like a show, we made it a business ». Et donc cette industrie est vraiment devenue un business. Et d'ailleurs, on a la mémoire courte parce que, en préparant cette conférence, je voyais que dans la haute couture, dans les années 1930, la haute couture aujourd'hui, c'est peu de choses en termes économiques, mais dans les années 1930, c'était 350 000 ouvriers en France, la haute couture, et 150 000 artisans. Alors pourquoi est-ce que c'est une industrie? D'abord, comme vous l'avez dit, cher Laurent, c'est en effet lié à la croissance de son marché et donc à l'extension du nombre des clients. Vous voyez que
sur ce graphique que les années 1990 et 2000 sont les années du développement du luxe, 205 milliards d'euros prévus en 2012, sans compter les vins et spiritueux. C'est vraiment la partie, je dirais, dure du luxe, la mode, la maroquinerie, les chaussures, les parfums, les cosmétiques, l'horlogerie, la joaillerie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un potentiel de croissance. Ce potentiel est géographique, j'y reviendrai, avec la croissance des pays émergents, et il est également par catégorie de produits. Il y a un certain nombre de produits qui réservent des possibilités de croissance. Vous voyez sur ce graphique que ça n'est pas le prêt-à-porter qui aujourd'hui est le segment du luxe le plus porteur de croissance. Ce sont les montres, la joaillerie. Vous avez peut-être vu que c'est à Paris la Biennale des antiquaires et que les groupes de luxe se sont positionnés sur ce qu'on appelle la haute joaillerie. Ce sont donc toute la famille des accessoires. C'est aussi le luxe pour l'homme. On pense évidemment bien souvent à la femme, mais les groupes développent maintenant toute une offre à la fois de prêt-à-porter et d'accessoires pour les hommes. Donc il y a aussi un potentiel en termes de catégories de produits. L'autre élément intéressant de ce graphique, c'est les marges opérationnelles. Et vous voyez que c'est une industrie, en effet, qui opère avec des marges importantes, et notamment dans le secteur des accessoires, ce qui vous explique pourquoi des firmes comme LVMH, comme Dior, comme Chanel, comme Hermès développent fortement les accessoires. C'est plus compliqué de gagner d'argent dans le prêt-à-porter pour un certain nombre de raisons. Alors l'autre élément, c'est que, je vous le disais, la croissance est rentable, vous l'avez vu, et l'autre élément, c'est aussi une industrie parce que c'est une chaîne de valeur assez longue et assez compliquée. Et il est important de maîtriser tous les maillons de cette chaîne de valeur. Donc vous voyez là une représentation pour le prêt-à-porter. Et la question, au fond, pour les firmes, c'est de savoir qu'est-ce qu'elles vont décider de faire elles-mêmes, ce qu'on appelle dans le jargon économique l'intégration verticale, ou qu'est-ce qu'elles vont décider d'externaliser. Parce que vous voyez que ces chaînes de valeur sont composées de maillons qui sont fragmentés et qu'on peut opérer, évidemment, sur une base mondiale. Alors, les grandes évolutions que l'on observe, c'est d'abord que tous les groupes du luxe tendent à intégrer leur distribution, ce qu'on appelle ici dans ce graphique les clients internes, le retail. C'est la grande évolution et peut-être même révolution des années 1990 et 2000, c'est l'explosion du nombre des boutiques. Si vous pensez à Vuitton, si vous pensez même à des firmes plus petites comme Dior, qui a déjà plus de 200 magasins, si vous pensez à Hermès, tous sont passés, si vous voulez, d'un modèle qui privilégiait la distribution de gros, le wholesale. Ils vendaient à des department stores, à Bloomingdale's aux États-Unis, au Printemps, aux Galeries Lafayette. Ils continuent certes à le faire, mais l'immense majorité du business est réalisée en interne par leur propre force de distribution. Les choix, en réalité, sont d'ailleurs assez divers. Vous voyez par exemple qu'un groupe comme PPR, en matière de fabrication, a plutôt décidé l'externalisation, c'est-à-dire qu'il utilise, PPR, c'est, je le rappelle, Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga, il utilise plutôt des sous-traitants. Si on revient à Vuitton, par exemple, Vuitton est totalement intégré, c'est-à-dire qu'il maîtrise la totalité de cette chaîne de valeur et il a internalisé la production. Il y a un petit peu de sous-traitance dans le prêt-à-porter, mais il a beaucoup internalisé la production. Donc je dirais, indépendamment de cette évolution fondamentale qui est l'intégration du retail, ces gestions de chaînes de valeur recouvrent en fait des choix assez différents
et il n'y a pas de one best way, c'est à chacun de trouver son chemin. L'autre point qu'il est important de souligner, c'est qu'on voit l'importance de la supply chain et de la maîtrise de l'ensemble de ces opérations de manière à ce que les produits arrivent au même moment et au moment où les clients les attendent sur le point de vente. Donc c'est un des grands défis aussi de cette industrie, c'est la gestion de la supply chain, de la logistique. Vous indiquiez tout à l'heure qu'il y avait 4 collections par an. En réalité, maintenant, il y en a 8. Si vous prenez Chanel qui fait de la haute couture, il y a 2 collections de haute couture, été-hiver, et il y a 6 collections de prêt-à-porter. Donc vous voyez que la tension logistique sur la chaîne de valeur est tout à fait importante et que les ingénieurs, je ne sais pas s'il y en a parmi vous, sont maintenant particulièrement bien accueillis dans les groupes de luxe, justement parce que, notamment quand on a des centaines, voire des milliers de boutiques, il y a toute la gestion de cette chaîne et du back-office qui est extrêmement importante. L'autre élément que je voudrais souligner, c'est l'importance de la base manufacturière. En effet, l'industrie du luxe en France a la chance de pouvoir produire dans des conditions compétitives parce que les marges que je vous ai montrées tout à l'heure sont en effet des marges élevées. Mais au-delà de ça, la production pose aujourd'hui une question majeure, d'abord en termes de disponibilité, parce que vous avez des pénuries, si vous pensez au cuir, à l'industrie de la tannerie, qui est tout à fait essentielle quand on fait de la maroquinerie, des chaussures, vous avez un goulot d'étranglement et des problèmes de disponibilité. Donc il y a un investissement qui se fait pour sécuriser les matières premières. C'est la même chose d'ailleurs pour un certain nombre de textiles, pour la soie, si vous pensez à Hermès. C'est aujourd'hui un sujet important que de s'assurer des bases d'approvisionnement de soie de très haute qualité de par le monde. Et puis cet outil doit être maîtrisé parce que ce sont des métiers où la création compte énormément, j'y reviendrai, mais où la réalisation est essentielle. Et c'est une réalisation dans les détails par un personnel de haute qualification, et c'est finalement le moyen, quand on est producteur, d'assurer un très haut niveau de qualité et surtout l'homogénéité des productions. Parce que quand vous externalisez la production, vous pouvez avoir un bon niveau de qualité, mais vous avez beaucoup de partenaires et vous n'êtes pas sûr d'avoir une production totalement homogène. Et enfin, c'est une question d'image. Le Made in, aujourd'hui, est un argument commercial important en Chine, en Amérique du Sud, aux États-Unis, et je crois que ce Made in est beaucoup plus fort que la tentation qu'ont eu certains à un moment de se dire, au fond, on pourrait dire qu'en France ou en Italie, on fait le design in, et puis le Made in est fait ailleurs. Donc il y a un retour incontestable vers la base manufacturière. Et puis, j'en termine avec la distribution retail, et la dimension de ces opérations participe justement au fait que le luxe est bien une industrie. Donc la distribution, ce n'est pas à des étudiants d'une école de commerce et de gestion que je vais l'apprendre, permet de contrôler l'expression de la marque. C'est un formidable outil de rapprochement avec le consommateur. On reçoit quantité d'informations qui pourront être utilisées par l'équipe de création, par les studios, par le marketing, alors que dans le système wholesale, on est assez éloigné du client final, puisqu'il y a un intermédiaire qui est le retailer externe. Et puis enfin, on parlait tout à l'heure de marge élevée. Il est certain qu'intégrer la distribution finale, c'est évidemment augmenter le taux de marge, puisque plus on va vers l'aval dans les systèmes industriels modernes, plus les marges sont élevées. Et puis j'ajouterais que dans des périodes de crise, on a à un moment pensé que si on était wholesale, vous parliez tout à l'heure de Christian Lacroix, le drame de Christian Lacroix, c'est qu'il vendait toute
sa production, son chiffre d'affaires, sa création à des grands magasins et à des multimarques. Et au fond, on se dit, mais ce n'est pas moi qui porte le stock, ce sont eux, donc beaucoup y voyaient un avantage. L'inconvénient, c'est que quand on est face à des difficultés économiques, comme celles qu'on a pu connaître en 2008-2009, ces clients coupent les ordres de 50 ou de 80%. Donc c'est extrêmement difficile pour une petite entreprise, parce que Christian Lacroix n'est pas une grande entreprise, de résister à ce type de choc. Tandis que quand vous êtes votre propre revendeur, si je puis dire, vous pouvez lisser, à condition justement d'avoir une bonne supply chain, mais vous pouvez vous permettre de lisser beaucoup plus les ventes et notamment les stocks. Nous avons la chance en France d'avoir le leadership dans cette industrie. On n'est pas leader dans toutes les industries et dans la mondialisation, on voit bien que c'est de plus en plus difficile de l'être. Donc le luxe nous offre cette formidable opportunité d'être leader. D'abord parce que le luxe, c'est vraiment une histoire française. La haute couture n'a pas d'équivalent dans le reste du monde. C'est une invention française. L'artisanat de haute qualité, tel qu'il est apparu avec Hermès, Vuitton, au milieu du XIXe siècle, c'est typiquement français. Cartier, c'est aussi typiquement français. Et dans ce domaine, on a la chance, je dirais, d'avoir un alignement entre l'image et la réalité. C'est-à-dire que nous avons cette image en France de l'art de vivre, du romantisme. Quand on demande à des Chinois, au fond, quels sont les qualificatifs pour eux qui conviennent le mieux à la France, ils disent le romantisme, l'art de vivre. Et on a la réalité économique, puisqu'on a des grands groupes et des entreprises qui exercent un leadership mondial. Si vous prenez le cas de l'automobile, on fait sûrement de très bonnes automobiles, mais nous n'avons pas cette image. En Chine, on préfère acheter des Mercedes, des Audi, et non pas, malheureusement, peut-être, des Peugeot. Donc le luxe n'a pas, si vous voulez, cette difficulté, et la réalité rejoint là l'image. Et la raison en est que nous avons en effet des leaders mondiaux. Donc là, j'en ai pris un certain nombre, mais pour se comparer, on parle souvent de Burberry, ce qui est une excellente affaire, mais Burberry, ça fait de l'ordre de 2,5 milliards d'euros. Prada, c'est à peu près du même ordre. Vous voyez que le pôle luxe de PPR, qui est encore en plein développement, fait déjà près de 5 milliards d'euros. Donc nous avons des réussites mondiales d'entreprise. Mais ne croyez pas que ce secteur soit seulement un secteur de grandes marques et de groupes. C'est également un secteur où il y a beaucoup de réussites dans des petites et moyennes entreprises. On peut en citer énormément. Christian Louboutin, Pierre Hardy, dans le prêt-à-porter également. Et vous n'avez pas d'ailleurs de barrière à l'entrée. Donc on voit tous les jours des petites entreprises se constituer, et peut-être que l'une d'entre elles, comme Hermès au XIXe siècle, ou Vuitton, sera demain ou après-demain un grand du luxe. Pour autant, malgré ce leadership, nous avons et nous entretenons, je dirais en France, collectivement, une relation toujours un peu ambiguë avec le luxe. C'est un secteur, il suffit de lire la presse, ce qu'en peuvent en dire certains sociologues, certains philosophes, certains hommes politiques, c'est un secteur d'activité qui demeure contesté. Alors, j'ai essayé de me demander pourquoi. C'est vrai que étymologiquement, le luxe est un nom, si vous voulez, singulier, parce que luxus, qui est sa racine étymologique, signifie justement déboîter, vous voyez, luxation, donc quelque chose qui est du domaine de l'excès, donc un caractère excessif, de la volupté. Et puis le luxe, c'est aussi évidemment un très fort
marqueur social. Si bien qu'il y a toujours eu un débat sur la futilité et la nécessité. Au fond, est-ce que le luxe, c'est une activité nécessaire? Et c'est un débat qui remonte déjà au XVIIIe siècle, puisque d'un côté, vous aviez Adam Smith et Voltaire qui considéraient que le luxe, c'était une source de prospérité pour les États et les individus. On se souvient du colbertisme. Le colbertisme, ça a été développé justement des manufactures de luxe. On avait déjà un avantage compétitif. Et puis de l'autre côté, vous avez Rousseau, qui considérait que c'était un marqueur des inégalités et que le luxe avait quelque chose à voir avec le vice. Donc on voit qu'il y a cette ambiguïté à la fois en termes économiques, est-ce que c'est un bien nécessaire, est-ce que c'est un bien utile, et en même temps également en termes moraux qui peut appeler des condamnations. Et pourtant, aujourd'hui, on peut considérer que le luxe, pour la France, si elle le veut bien, c'est un formidable vecteur d'influence mondiale. C'est une manière de faire connaître l'esprit français, bien au-delà d'ailleurs du luxe lui-même, la civilisation française, mais aussi l'ensemble finalement de nos forces économiques, grâce à la perception très favorable qu'ont les marchés internationaux, les clients internationaux de l'art de vivre. Donc c'est un formidable élément de pénétration des marchés mondiaux. Et quand je vais à l'étranger, je suis toujours, les choses changent, mais finalement lentement, qu'on parle avec les ambassadeurs, les diplomates, ils ont toujours quand même un faible pour Airbus, pour l'automobile, pour le nucléaire, alors que ces produits de luxe représentent des exportations tout à fait considérables, mais il y a un petit côté, bon, ce n'est pas des produits hautement technologiques ou qui s'incarnent résolument dans la haute technologie. Alors, en effet, l'industrie du luxe, c'est une industrie qui est liée à l'héritage, aux traditions, et c'est une de ses forces. Mais je vous montrerai après que, pour autant, c'est également une industrie qui s'inscrit dans la modernité. Alors d'abord, elle est reliée au temps long, ce que Fernand Braudel appelait la longue durée. Et il y a cette idée dans le luxe de permanence, de temps. D'ailleurs, on peut dire que le temps est un luxe, et le luxe, pour se constituer, a besoin du temps. Quand on interrogeait Jean-Louis Dumas, on lui disait « Mais au fond, comment vous définiriez le luxe ?» Il disait « Le luxe, c'est ce qui se répare. » Donc il y a cette idée, si vous voulez, de durée. Ensuite, le luxe est fortement lié, j'y reviendrai, à notre histoire politique, sociale et religieuse. Et enfin, c'est un élément clé de l'héritage, c'est une industrie qui est liée à ce qu'on appelle les arts décoratifs ou les arts appliqués, qui ont connu, je dirais, leur essor avec la Renaissance, puis le XVIIIe siècle, puis encore le XIXe siècle, et au XXe, tout le monde connaît le retentissement des arts décoratifs. Il y a toujours eu des liens assez profonds entre les arts décoratifs et le luxe. On pense par exemple à Jeanne Lanvin, sa maison de couture, qui avait fait donc décorer son hôtel particulier par râteau. Donc il y a ce lien, si vous voulez, avec un patrimoine artistique. Alors je voudrais revenir 2 minutes sur l'histoire. Il y a 2 époques, évidemment, fondatrices du luxe. C'est d'abord la Renaissance. La Renaissance à Florence, et puis l'influence que va exercer l'Italie sur la France, mais aussi sur l'Espagne. On est dans un luxe qui est un luxe, je dirais, de l'ordre de la beauté et qui vise à embellir la vie humaine. C'est un luxe finalement teinté d'humanité. Et puis,
avec le XVIIe siècle, le luxe prend une autre orientation qui vient compléter cette première idée de faste, c'est les liens avec le pouvoir. C'est Louis XIV, c'est évidemment Versailles, la Galerie des Glaces que vous reconnaîtrez bien évidemment, et le luxe est au service du pouvoir, il est au service de la grandeur, et au fond, il sert tant au roi qu'à la société de cour, il leur sert à tenir leur rang et à se distinguer. Et c'est ainsi que par le luxe, au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, la France va se distinguer du reste du monde. Et puis, il y a également l'héritage religieux, qui est un héritage contradictoire, mais que je crois qu'il est important d'avoir en tête. Si vous prenez le catholicisme, vous avez à la fois la condamnation de la richesse, donc on retrouve, si vous voulez, cette relation ambiguë que j'évoquais, mais vous avez aussi la splendeur du baroque, qui intervient au moment où la papauté, les papes catholiques, veulent réagir contre la réforme, contre Luther, et au fond, ils jouent la carte du baroque, de l'émerveillement, du ravissement, de l'ornementation. Et là, je ne résiste pas à vous montrer ce célèbre tableau de Rubens, qui est le débarquement de Marie de Médicis au port de Marseille, et qui montre justement toute cette profusion, tout ce raffinement, cette opulence, avec des matières somptueuses et une grande idée de la beauté. Et même dans le protestantisme, qui est aussi une de nos autres racines, nous sommes ici dans l'amphithéâtre Édith de Nantes, vous avez le rejet de l'ostentation, c'est Luther, il faut être modéré, il faut être simple, on n'étale pas la richesse, mais en même temps, à partir de Calvin, c'est l'éloge de la richesse parce que, finalement, les richesses procèdent de Dieu. Et si on exclut la glorification de la richesse, elle doit être montrée. Et là, vous avez d'ailleurs ce qu'on observe aux États-Unis, où c'est important, finalement, de montrer que l'on est riche, donc le showing off. Et on raconte que J.P. Morgan, le célèbre banquier, acquit son premier Vermeer, non pas parce que le tableau lui plaisait, mais parce que ce tableau coûtait cher. Et puis, cette problématique, d'ailleurs, n'est pas seulement le propre de l'Occident. Je pourrais parler de l'islam, mais là j'ai choisi l'hindouisme. Vous avez aussi, dans la religion hindouiste, une tendance à l'ascétisme, mais aussi, et pour ceux qui sont allés en Inde, la luxuriance et un luxe tout à fait inouï, qui n'a d'ailleurs pas d'équivalent dans les pays occidentaux. Donc je crois que pour mesurer ce qu'est le luxe, il faut revenir à ces différents héritages historiques et religieux. Alors par contraste, vous voyez donc le protestantisme dans son côté le plus austère. Je faisais référence à Luther, donc ça c'est un tableau de Franz Hals qui vous montre justement ce dénuement et cette simplicité poussée à l'extrême. Au XIXe siècle s'installe réellement le secteur du luxe. Comment? Par deux éléments tout à fait complémentaires, mais différents, je dirais, dans leur nature. C'est l'artisanat d'exception d'une part et la haute couture d'autre part. Et c'est au XIXe siècle que ces activités se structurent, donc apparaissent des ateliers, des entreprises qui commencent à se développer en un nombre sans cesse plus important.
Dans les années 1870, il y a déjà en France 30 maisons de haute couture. L'inventeur de la haute couture, j'y reviendrai, qui est un Anglais, Charles Frederick Worth, emploie 1200 ouvriers. Et cet artisanat d'exception et la haute couture correspondent d'ailleurs à un bouleversement des modes de vie. C'est la révolution industrielle. On utilise des nouvelles matières, c'est l'ère du coton. Avant, les gens s'habillaient avec des lainages un petit peu râpeux. C'est également les transports. Et ce n'est pas un hasard qu'au départ, tant Hermès que Vuitton, ce sont des objets pour le transport. L'autre élément, c'est, je vous le disais, je n'y reviens pas, l'importance des arts décoratifs et appliqués notamment au XIXe siècle et ce qu'on appelle l'intelligence de la main qu'il faut continuer justement à sauvegarder parce qu'un des sujets actuels, c'est allons-nous avoir les artisans qualifiés demain pour faire de la broderie, de la passementerie, des objets en cuir de très haute qualité. Et puis au XIXe siècle, finalement, c'est la naissance de la différenciation, c'est l'idée de marque qui apparaît, et c'est, comme on le dirait en gestion, la naissance de ce business model du luxe. Au fond, ce business model du luxe repose sur les monopoles. On cherche à avoir un monopole. Pourquoi Vuitton réussit? Parce qu'aujourd'hui, il est inégalé dans ce type de marché et ce type de demande. C'est une sorte, si vous voulez, de monopole, évidemment, dans un monde concurrentiel. Donc c'est des monopoles temporaires, mais vous voyez dans le cas de Vuitton que c'est un temporaire qui dure déjà depuis un certain temps. Et ça, c'est évidemment lié à ces stratégies de différenciation vers le haut qui apparaissent au XIXe siècle. Donc rapidement, je vais illustrer d'abord ces racines artisanales. Donc vous rappelez, mais vous le savez sans doute, que la maison Hermès, c'est au départ l'univers du cheval, hein, c'est le monde de la sellerie et des harnais, et que Thierry Hermès, qui vient d'ailleurs d'Allemagne, qui est protestant et qui est un passionné de chevaux, arrive à Paris en 1821 et ouvre en 1837 son atelier de sellerie, et donc déjà très vite des produits uniques, puisqu'il est primé à l'exposition universelle de 1867, qui est une des grandes expositions universelles de Paris. L'autre exemple très connu, c'est celui de Vuitton. Louis Vuitton, à peu près à la même époque, en 1837, devient l'héritier emballeur chez un artisan qui s'appelle M. Maréchal. Et qu'est-ce qu'un laitier emballeur? C'est un artisan qui confectionne des emballages en bois. On ne parle pas encore de bagages de malle. Et lui encore se distingue, se différencie fortement, puisqu'il crée en 1857 une malle, d'abord avec un cadrage en fer, puis ça devient ce fameux cadrage en hêtre bien connu des bagages Vuitton, clouté de cuivre, et c'est toujours aujourd'hui un énorme succès. Et j'ajouterais aussi que dans ce XIXe siècle, pour ces artisans, la dimension internationale apparaît tout de suite. Hermès est très vite très connu des étrangers et notamment des Britanniques. Les descendants de Louis Vuitton, une des premières choses qu'ils vont faire, c'est ouvrir une boutique à Londres. Donc très vite, le luxe français s'internationalise dès son origine. C'est en quelque sorte dans sa génétique. Alors l'autre pilier, peut-être moins connu d'ailleurs, c'est la haute couture. Alors la haute couture au XIXe siècle n'a rien à voir avec la haute couture d'aujourd'hui. La haute couture d'aujourd'hui, c'est très peu
d'entreprises, puisqu'il y a aujourd'hui 10 couturiers qui ont le label officiel de haute couture. Il y en a eu jusqu'à une centaine. Et ce sont aujourd'hui, c'est le laboratoire du prêt-à-porter. C'est ce qui permet à la créativité et à la création de repousser les limites. Et c'est pourquoi Chanel et Dior ont encore une haute couture. Ça n'est absolument plus une activité économique, c'est une activité de recherche-développement. Mais au XIXe siècle, la haute couture, c'est le démarrage, au fond, de la confection de vêtements de luxe. Et là encore, ce qui est singulier, c'est que le fondateur, l'inventeur de la haute couture n'est pas un Français. On dit la haute couture est française, mais son inventeur n'est pas français. Son inventeur est un Anglais qui s'appelle Charles Frederick Worth, que vous voyez ici à gauche, qui a l'air tout à fait prospère, et qui arrive à Paris en 1847 et qui installe une maison en 1858. Et il est précurseur, pourquoi? Parce qu'il présente ses modèles sur ce qu'il appelle à l'époque des sosies, qui sont les mannequins d'aujourd'hui. Il les signe, donc c'est le début de la notion de marque. Et il imprime, si vous voulez, à Paris un caractère qui ne quittera jamais cette ville, qui est le fait qu'à Paris viennent créer énormément de créateurs de mode étrangers. J'y reviendrai. Et avec Charles Frederick Worth, ensuite, vous avez les fondateurs. Donc voilà ce qu'ils réalisaient, essentiellement des robes du soir pour, évidemment, l'impératrice, puisqu'il commence son activité sous le Second Empire. Et puis vous avez ensuite les grands, je dirais, porteurs de la haute couture française. Vous reconnaîtrez d'abord évidemment Gabriel Chanel, puis un homme peut-être un peu moins connu, mais qui est Cristobal Balenciaga, qui est un Espagnol, mais qui lui aussi va choisir Paris et qui imprime justement à la couture un caractère assez rigoureux, assez strict. Il aurait pu être architecte ou sculpteur. Et puis vous avez au milieu de son studio, son atelier, d'un certain nombre de petites mains, Christian Dior. Et enfin, l'un de nos grands couturiers, Yves Saint-Laurent, qui, vous le voyez, a eu le mérite de finalement faire passer des hommes aux épaules des femmes le vestiaire masculin, puisque ça, c'est un de ses créations les plus connues, c'est le smoking de Yves Saint-Laurent en 1970. Et puis, cette haute couture, aujourd'hui, est toujours vivace, et vous avez là la nouvelle génération. Donc on reconnaîtra tout en bas Marc Jacobs, qui est le créateur, le directeur de la création et directeur artistique de Vuitton. Vous avez Albert Elbaz, qui est en haut avec des lunettes, qui est le directeur de la création de Lanvin. Et puis, il y a un revival de Balenciaga. Et donc, il est là sous Albert Elbaz. C'est Nicolas Guéquier, qui est donc un des symboles de la nouvelle génération des couturiers. Donc, on ne peut pas comprendre le luxe en France et dans le monde sans avoir en tête, si vous voulez, ces deux grands héritages historiques. Alors, il joue un rôle pour les entreprises. D'abord parce que c'est un formidable répertoire infini pour le marketing, la communication, mais aussi pour les créateurs eux-mêmes. Les créateurs dans des maisons comme Chanel, comme Dior ou comme Hermès, la première chose qu'ils vont voir, ce sont les archives pour s'imprégner de tout cela. Et donc, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui le storytelling. C'est une source inépuisable de récits qui constitue une force marketing importante, surtout à l'échelle internationale, où, pour être crédible sur les marchés internationaux, il faut
une véritable histoire et une authenticité. Donc là, de ce point de vue-là, le luxe français est bien servi. Et puis, en termes d'avantages compétitifs, c'est un avantage inimitable. Personne ne peut copier votre histoire. Elle vous appartient. On peut copier vos modèles, on peut copier vos créations, mais on ne peut pas copier votre histoire. Et donc, on voit que les marques, aujourd'hui, ont fait de l'héritage un élément clé de leur stratégie. Alors, j'en viens maintenant à la modernité. Certes, le luxe est ancré dans des traditions, est ancré dans la longue durée, mais c'est une activité profondément moderne. Et je dirais que là, vous avez un petit peu l'illustration de cela. L'héritage n'exclut pas la modernité, parce que pour durer, il faut renouveler, évidemment, réinterpréter, tout en restant, si vous voulez, fidèle à son passé, mais il y a un travail permanent, sinon on disparaît, d'innovation et de réinterprétation. Je dirais que la contrepartie de stratégie de monopole temporaire ou de monopole compétitif ou de différenciation par le haut, c'est justement, si vous voulez, l'inscription dans la modernité et l'innovation. Parce que sinon, la marque finit par mourir, un peu comme les êtres humains. Donc là, c'est Dior, c'est une publicité très connue, c'est évidemment la couture, je ne sais plus de quelle année, peut-être il y a 2 ou 3 ans, au milieu de la Galerie des Glaces, et ça correspond bien à Dior. Et son créateur, Christian Dior, disait « Moi, je suis un homme de tradition ». Il avait appris la couture chez un couturier avant la Deuxième Guerre qui s'appelait Lelon, et il se décrivait comme un homme de tradition. Et en même temps, c'est le même homme qui, en 1947, au sortir de la guerre, veut donner un coup de frais. La guerre est terminée, il faut renouer avec le bonheur. Et un journaliste qui voit sa collection en 1947 s'écrie « The New Look ». Donc c'est ça le luxe, c'est en permanence, et le succès du luxe repose sur cette alchimie tout à fait, je dirais, fragile, de compter sur l'héritage, de valoriser cet héritage, et en même temps de le réinterpréter, de se renouveler et d'être dans l'air du temps. Le luxe qui n'est pas dans l'air du temps est un luxe qui se meurt. Un autre exemple, Hermès, qui apparaît aux yeux de beaucoup comme le luxe classique, le luxe un petit peu hors du temps. Son fondateur est un sellier, mais son petit-fils, qui s'appelle Émile Hermès, a l'idée, non pas, il n'invente pas quelque chose, mais il observe qu'il y a un Américain en 1851 qui a créé ce qu'on appelle la fermeture éclair, et lui, tout simplement, il se dit, tiens, je vais utiliser la fermeture éclair pour des sacs et pour des vêtements. Donc là aussi, il innove, il est le premier à avoir pensé à utiliser une fermeture éclair, et c'est évidemment pour la maroquinerie et les bagages, et l'univers des bagages, un élément tout à fait essentiel. Alors cette modernité, de mon point de vue, elle repose d'abord sur la création. La création, c'est tout commence par la création. Les entreprises qui n'ont pas d'offres créatives n'existent pas. Nous ne sommes pas du tout dans le monde des biens de consommation courants. Personne ne sait au fond ce qu'attend le consommateur d'un produit de luxe. Il faut lui proposer une offre. Et cette offre réussit. Donc on est vraiment dans des logiques d'offres. Et il en résulte que le marketing dans le luxe, ce n'est pas tant les études de marché. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des études de marché. Mais c'est vraiment comment valoriser cette offre auprès des clients, des consommateurs, de l'opinion, des leaders d'opinion, de la presse. Donc c'est un marketing qui est au service de la création. Alors la création est un acte particulièrement complexe. Au fond, le créateur a une tâche redoutable, parce qu'à la fois, il y a une dimension artistique évidente. Christian Dior était un très grand dessinateur, Christian Lacroix faisait des décors de théâtre, écrit d'ailleurs très bien.
Yves Saint Laurent aussi. Donc, il y a évidemment, j'ai parlé des arts décoratifs, cette dimension artistique. Cela dit, ne croyons pas que la mode est un art, même s'il faut un artiste pour la réaliser. Mais donc, il y a cette dimension artistique. Il y a une deuxième dimension qui est essentielle, c'est la dimension fonctionnelle. Il faut que ces vêtements tiennent debout. Ça nécessite une rigoureuse construction. Ne croyons pas du tout qu'on est dans le domaine des froufrous, etc. Il faut beaucoup de rigueur. Il faut beaucoup de rigueur pour faire une selle de cheval. Il faut beaucoup de rigueur pour faire un sac à main. Il faut beaucoup de rigueur pour faire une robe du soir. Parce qu'il faut choisir les matières, les tissus. Il faut que la cliente soit bien, ce qu'on appelle la coupe est essentielle, le bien aller. Donc il y a une grande technicité. Et le mot de couturier, c'est ça que ça voulait dire. Le couturier, c'est le mariage de la création et du fait qu'il faut réaliser un vêtement dans lequel on se sente bien. Et ça, c'est énormément de travail et encore une fois, de rigueur. Et puis, un créateur n'est pas un créateur s'il n'y a pas une dimension symbolique. Et c'est la différence, si vous voulez, entre ce qu'on appelle, moi je préfère ce terme de créateur, certains disent aujourd'hui directeur artistique, et un styliste. Vous savez qu'il y a des bureaux de style, il y a des stylistes qui sont des gens très talentueux, qui possèdent la dimension fonctionnelle, la dimension artistique, mais ils n'ont pas cette dimension symbolique. Cette dimension symbolique, c'est justement celle d'une Gabrielle Chanel, quand elle a complètement réinterprété le vestiaire féminin. C'est aussi Yves Saint Laurent, avec par exemple le smoking. Et je laisserai volontiers la parole à Roland Barthes, qui n'est pas toujours très clair, mais qui a écrit dans Système de la mode, dans son avant-propos, une phrase qui, de mon point de vue, résume bien cette dimension symbolique. Donc je vous la lis. Pour omnibuler la conscience comptable de l'acheteur, c'est-à-dire notre conscience à nous, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'au fond nous allons acheter des vêtements de luxe dont nous n'avons pas forcément besoin, il est nécessaire de tendre devant l'objet un voile d'image, de sens, bref, de créer un simulacre de l'objet réel. Donc le créateur doit porter consciemment, inconsciemment, je n'en sais rien, cette dimension symbolique. Et d'ailleurs, la création, aujourd'hui, est en relation étroite avec l'art contemporain. C'est aussi un des signes de la modernité. Marc Jacobs voit une exposition de Takashi Murakami à la Fondation Cartier en 2000 et l'idée germe de demander à ce peintre japonais de détourner les objets Vuitton pour en faire des œuvres d'art. Les plus grands architectes, si vous pensez à un Peter Marino, réalisent, si vous voulez, les boutiques Vuitton, d'autres grands architectes, les boutiques Dior, Hermès. C'est tout à fait, je dirais, consubstantiel également de la position du créateur que d'avoir ces liens étroits avec les milieux artistiques. Christian Dior, pour revenir à lui, a commencé sa vie professionnelle en dirigeant une galerie de tableaux. Mais il s'agit toujours de réinterpréter, de faire renaître, mais sans trahir les racines. Et puis, c'est une industrie qui s'inscrit dans la modernité parce qu'elle est immatérielle. Alors c'est un paradoxe, il s'agit bien de produits de nature physique, une robe, un costume, un sac à main, une paire de chaussures, des bijoux, mais il y a une forte dimension immatérielle. Et cette dimension immatérielle, c'est évidemment la notion de marque, parce que c'est la marque, justement, qui est le lien entre l'univers matériel du luxe et l'univers immatériel. Alors cet univers immatériel, en fait, il a deux composantes. Il y a d'abord un immatériel extériorisé. C'est le luxe comme signe de distinction, comme bien statutaire, comme bien positionnel, toutes choses qui ont été analysées bien avant nous par Veblen
qui considérait que l'usage du luxe signe l'appartenance à une classe sociale supérieure et parlait de consommation ostentatoire. C'est Bourdieu, un sociologue français, sur les signes de distinction. Donc le luxe est un élément incontestable de valorisation sociale. Mais il y a aussi un immatériel intériorisé, c'est-à-dire que le luxe est un bien d'expérience signifiante, un bien aspirationnel, et ça correspond à une expérience émotionnelle, esthétique, que vous pouvez avoir au contact des objets de luxe et finalement au contact de la beauté. Et ça peut correspondre à une part d'élévation personnelle. Donc il y a cette notion, si vous voulez, d'immatériel intériorisé. Et il est certain que ceux qui réussissent dans le luxe sont ceux qui, là encore, explicitement, implicitement, savent, je dirais, combiner l'excellence matérielle de leurs produits et tous ces éléments immatériels pour toucher le consommateur dans sa psychologie, ses désirs. Le troisième élément de modernité, c'est la mondialisation. Alors le luxe, c'est évidemment un bien mondial, mais en même temps, il traduit des cultures, on l'a vu avec l'histoire française, avec la religion, et une grande diversité. Si vous prenez Paris, je vous le disais, c'est un Anglais qui a fondé la haute couture, et Paris est la capitale de mode la plus ouverte aux talents étrangers. On avait connu l'école de Paris de la peinture dans les années 20, avec énormément de Russes notamment, et dès 1975, c'est un Italien qui devient membre correspondant de la haute couture française, c'est Valentino. À peu près au même moment, c'est un Japonais, Issey Miyake. On peut continuer à énumérer les noms. Kenzo, qui vous est bien connu, John Galliano, Alexander McQueen. Bref, le luxe est un lieu aussi d'échange, de communication culturelle et de diversité. Donc ça n'est pas du tout l'uniformité mondialisée. Il exerce incontestablement un pouvoir d'attraction sur les marchés émergents. Vous voyez que là, la croissance s'accélère dans l'Asie hors Japon. 17% en 2011, 25% en 2012. C'est ce qui tire incontestablement la croissance mondiale, même si, vous le voyez, en termes, je dirais, de répartition, de poids relatif, c'est une activité où le poids de l'Europe et des Amériques, et notamment de l'Amérique du Nord, reste tout à fait important. Il ne faut pas confondre, si vous voulez, le cœur du métier qui reste encore ancré, si vous voulez, dans ces deux zones, avec en effet une dynamique. Celui vraiment qui a décroché, comme vous le voyez, c'est le Japon, qui était pourtant le marché du luxe par excellence. Alors on peut évidemment s'interroger sur le rôle des inégalités dans la dynamique mondiale du luxe. Il est vrai que le luxe, dans cette période particulière de l'histoire économique que nous traversons, est incontestablement gagnant, objectivement, du fait que, à l'intérieur des pays, les inégalités se creusent, que ce soit en Chine, que ce soit même dans nos pays, et donc ça fait émerger, si vous voulez, je dirais une catégorie mondiale de consommateurs qui échappent aux difficultés de la crise. Et on voit bien d'ailleurs aujourd'hui que, si on revient au graphe précédent, vous voyez bien que, malgré tout, en Europe, c'est plus 7% de croissance. Alors il faut bien interpréter ces chiffres. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de Chinois, de Brésiliens. Il y a aussi maintenant les Américains qui sont
de retour qui viennent acheter des produits dans nos pays. Ce n'est pas seulement, si vous voulez, des consommateurs nationaux. Mais ça montre que dans chaque pays, il y a en effet un socle de consommateurs qui résistent à la crise parce qu'il y a une tension qui s'exerce et qui fait que les inégalités se creusent. Donc le luxe est incontestablement au cœur de cette problématique des inégalités. Il est peut-être aussi au cœur, d'ailleurs, d'un autre aspect qui est que finalement, si les inégalités se creusent dans chaque pays, elles ont tendance à se réduire entre les les grandes zones géographiques et entre les émergents et nous-mêmes. Alors je voudrais terminer en vous parlant un court instant des relations entre le management et la création, parce que c'est évidemment au cœur du sujet. D'abord, si cette interaction qui est indispensable, parce qu'évidemment, il faut une création, il faut du marketing, il faut une commercialisation, il faut que cette création soit industrialisable, qu'elle permette de faire des produits en assez grande quantité. Donc la clé du succès, c'est cette interaction. Et les entreprises qui réussissent sont les entreprises où les équipes de création et les équipes de gestion communiquent. Ça ne veut pas dire du tout que chacun doit faire le métier de l'autre. L'hybridation n'est pas du tout la solution. Chacun doit rester à sa place. Le créateur crée avec son imaginaire et le manager n'a pas apporté de jugement de valeur sur sa création. Un manager qui dirait à un créateur « voilà, tiens, les concurrents font ça, etc. », ce serait tout à fait catastrophique. On ne dit pas à un artiste de faire comme un autre artiste. En revanche, le manager doit faire un brief, il doit donner des indications, quels sont avec des éléments objectifs d'ailleurs, que comprennent très bien les créateurs. Quand on a beaucoup de boutiques, je vous le disais, on a beaucoup d'informations. Donc voilà, comment les produits sont accueillis par la clientèle, qu'est-ce qui marche mieux ou moins bien. Donc des éléments objectifs pour guider évidemment ce travail de création et faire en sorte que cette création, qui coûte évidemment beaucoup d'argent, se transforme en succès commercial. Les grandes réussites, je vous le disais, c'est l'alliance de managers et de créateurs. Pierre Berger et Yves Saint-Laurent, Christian Dior et Marcel Boussac. Aujourd'hui, d'une certaine façon, Bernard Arnault laisse toute sa place aux créateurs. Et une des forces peut-être du luxe français, c'est justement d'avoir renouvelé sa création. Si vous prenez, on parlait de Marc Jacobs, on parlait d'Albert Elbaz, les entreprises françaises ont à leur tête des créateurs qui sont jeunes. Prenez les Italiens. Giorgio Armani a plus de 70 ans. Miuccia Prada, près de 70 ans. Il n'y a pas eu ce renouvellement comme on l'a eu en France. Mais je pense, et j'en terminerai là, je pense que je suis à peu près dans les temps, je pense que nous entrons dans une autre période. Vous citiez tout à l'heure, Laurent, John Galliano. Je crois que le caractère extrêmement égocentrique du créateur, c'est un peu une période qui est derrière nous. Je pense que la jeune génération est beaucoup plus consciente du fait que c'est un travail d'équipe. Les studios jouent un rôle important. Il ne faut pas croire que c'est le directeur artistique qui fait tout. Il y a des centaines de personnes qui travaillent avec lui. Puis vous avez différentes lignes de produits, etc., etc. Et au fond, il faut trouver la juste combinaison entre la marque et la création. Mais je crois que, at the end of the day, comme on dit, c'est quand même la marque qui l'emporte. Et les créateurs qui réussissent, pensez à un Karl Lagerfeld chez Chanel, ce sont les créateurs qui s'inscrivent justement dans cet alliage d'héritage et de modernité. Je vous remercie.
Merci infiniment Dominique Jacomet pour cette traversée absolument passionnante. Et l'angle historique, enfin, en tout cas moi je l'ai beaucoup apprécié, mais j'imagine que c'est le cas de tout le monde. L'angle historique permet d'éclairer beaucoup de points qui sont aujourd'hui des points saillants de ce marché si particulier. Merci aussi pour tous les éléments analytiques, et notamment toute cette réflexion subtile qui s'adresse à un auditoire qui est tout à fait en devenir sur ces sujets-là. Les réflexions de marketing, de management me semblent tout à fait intéressante. Alors je ne vous présente pas, mais je présente à l'auditoire, enfin en tout cas pour ceux qui ne les connaissent pas. Donc tout de suite à côté de Dominique Jacomet, on a Sophie. Et à côté de Sophie, on a Maude. Toutes les deux sont donc membres de l'association Isegoria. Et donc elles vont vous soumettre à la question, enfin plutôt aux questions. Alors qui commence ? Je vais y aller. Alors bonjour Monsieur Jacomet. Je vais rester dans le monde de la modernité. On va parler un peu du mastige. Donc le mastige, c'est la contraction entre mass marketing et prestige. Et c'est un phénomène de plus en plus populaire qui est emblématisé par des marques comme H&M notamment, qui comptent parmi ses collaborateurs pour des collections ponctuelles des créateurs comme Karl Lagerfeld ou Viktor & Rolf ou même Stella McCartney. Est-ce que vous pensez, comme beaucoup de professionnels du secteur, que c'est quelque chose qui va détériorer l'image des marques de luxe, ou au contraire que leur avenir se situe dans ce genre de collaboration un peu mixte avec des enseignes populaires ? Alors, d'abord, il faut dire une chose, c'est que les enseignes dont vous parlez sont des enseignes de mode. Et la vocation de la mode, c'est d'être au contact du grand public et d'être au contact de la rue, ce qui n'est pas évidemment la vocation du luxe. Mais on voit bien qu'il y a un lien quand même, parce que la mode tire justement sa légitimité de ce qui se fait dans la haute couture, dans la création. Si vous pensez à Zara, pourquoi est-ce que Zara est un succès ? Parce qu'il s'est dit, le consommateur certes cherche des prix, mais je vais lui apporter un peu de création. Alors il ne crée pas, il a un studio, c'est plutôt, si vous voulez, des chefs de produits qui regardent ce qui se fait. Bon, les esprits chagrins diront qu'ils copient, etc. Bon, en effet, ils sont dans l'air du temps, mais Zara a apporté aux consommateurs, au grand public, à la masse, l'accès, si vous voulez, non seulement à un certain niveau de prix, mais aussi donc à un accès à la création. Donc moi je crois que c'est très important et que les créateurs ne peuvent pas rester dans leur tour d'ivoire. D'ailleurs, je me souviens il y a très longtemps, Yves Saint-Laurent a fait des choses limitées pour la Redoute, qui était à l'époque, maintenant c'est un autre problème que celui de la Redoute, mais je veux dire c'était la VPC, donc c'était vraiment le mass market et une consommation, une demande qui était tirée par les prix. Après, c'est à chacun, évidemment, de faire ses choix. Mais je pense que, je sais que Lanvin, par exemple, Albert Elbaz, à un moment a collaboré avec H&M. Je crois que c'est très utile aussi pour des créateurs de marques de luxe d'avoir ce contact avec une autre clientèle, le grand public. Je pense que ça peut être très enrichissant. Et comme c'est des contrats extrêmement cadré, il me semble plutôt que c'est un jeu gagnant-gagnant, parce que ça n'altère pas du tout, si vous voulez, la réalité et l'image de ce que sont, d'une part, le business model du luxe et d'autre part, le business model d'un H&M ou celui un petit peu différent de Zara. Et en plus, c'est vrai qu'on le voit bien, H&M est confronté, parce qu'il a quand même une offre basique, à cette question, comment je fais revenir de façon très régulière les consommateurs. Il est vrai que de leur dire, voilà, il y a une opération spéciale, ça, évidemment, contribue à activer le business dans ces boutiques. J'ai une question complémentaire sur cet aspect. Du côté de l'intérêt des créateurs, quel est leur intérêt ? Enfin, je veux dire, en dehors du fait que, bien sûr, il y a une prestation, et donc toute prestation implique rémunération. Mais est-ce que vous pensez que de leur côté, il y a, alors le terme serait un peu fort, mais d'utiliser le terme l'humanisme, de dire, finalement, on s'adresse toujours à une élite sociale. Est-ce que là, pour une fois, on nous tend la main pour aller nous adresser à, entre guillemets, à un plus grand public, et le défi nous intéresse aussi à ce niveau-là ? Oui, je pense que tout créateur veut élargir son public.
et aspire à être au contact du grand public. Je pense que quand on est un créateur, on ne veut pas se limiter, si vous voulez, à une catégorie. Donc de ce point de vue-là, je pense que c'est enrichissant. D'accord. Tout à l'heure, plutôt dans votre exposé, vous nous parliez de l'importance du Made in pour l'industrie du luxe. Or, aujourd'hui, de nombreuses marques du secteur fabriquent des pièces de leurs produits à l'étranger, tout en se targuant en même temps d'être 100% Made in France. On peut prendre l'exemple du joaillier Maupoussin, par exemple, dont 80% des bijoux sont fabriqués en Chine. Alors finalement, l'héritage, le savoir-faire et la tradition que ces marques revendiquent ne sont-ils plus finalement que des éléments de marketing et de communication plutôt qu'une réalité ? Alors je crois que ceux qui se livreraient à ce jeu de, si vous voulez, tromper au fond leurs clients, que ce soit le distributeur, que ce soit le consommateur, commettraient une grave erreur. Je crois qu'il y a incontestablement un retour vers le Made in France et, comme je vous le disais, vers la production. Alors après, il y a évidemment plusieurs questions qui se posent. D'abord, il est vrai que, si vous prenez le cas du prêt-à-porter, aujourd'hui, techniquement, tout ne peut pas être fait en France. Et donc, une partie du prêt-à-porter, là je parle vraiment des maisons de luxe, est réalisée en Italie. Mais enfin, on est en Europe, ça n'a rien à voir avec la Chine. Et d'ailleurs, c'est indiqué à ce moment-là Made in Italy. En revanche, dans le cas de la France, je regardais là les chiffres et c'est intéressant, la production de maroquinerie aujourd'hui est supérieure, production française, à ce qu'elle était il y a 10 ans. Hermès ouvre en ce moment 2 nouveaux ateliers. Il va y en avoir 14, ils seront en France. C'est des ateliers de maroquinerie. Donc évidemment, il faut voir, si vous voulez, en fonction des différentes catégories de produits, mais la France a des atouts, et je crois que ces entreprises se rendent compte qu'il est essentiel, quand on commence à vendre beaucoup de produits en Chine, de savoir d'où l'on vient, et le consommateur chinois, lui, il est très conscient de ça. Quand il achète une marque occidentale, il veut acheter un produit occidental. Alors après, vous avez parlé de Maupoussin. Est-ce que Maupoussin, c'est le luxe ? Ou est-ce que c'est ce que les anglo-saxons appellent affordable luxury ou entrée de gamme, etc. Là, il est certain que la problématique est totalement différente. Et qu'à ce moment-là, dans le business model de ces entreprises, mais qui pour moi ne sont pas des entreprises de luxe, la question du lieu de fabrication se pose et qu'ils fabriquent en Chine. Mais pour prendre un exemple qui est peut-être plus dangereux, c'est celui de Prada. Prada, qui est aussi très implanté en Chine, produit en Chine. Moi, je considère, je me trompe peut-être, que c'est dangereux. Je pense que des entreprises comme Hermès, Vuitton, Dior, d'autres encore, ne prennent pas cette voie. Ou s'ils étaient tentés de la prendre, ils reviennent en arrière et ils corrigent le tir. Parce qu'un jour, ça posera un problème. Sophie ? Je continue. Alors, je vais vous parler un peu d'Internet. Aujourd'hui, les blogs en particulier prennent une place de plus en plus importante dans le monde de la mode. Si c'était marginal il y a encore quelques années, ça commence vraiment à devenir un phénomène qui prend de l'importance. Et les marques, non seulement ont des sites de plus en plus étudiés, mais par exemple, elles invitent des blogueurs même au premier rang de leur défilé. Est-ce que vous pensez donc que leur stratégie de communication doit se situer dans cette direction-là pour l'avenir ? Je crois qu'on ne peut pas ignorer, si vous voulez, les faits sont les faits. Internet est un média tout à fait essentiel. Les réseaux sociaux sont des médias essentiels. Et une marque, une stratégie de marque ne peut pas se couper, si vous voulez, de tous ces consommateurs qui sont informés, irrigués via... donc ça me paraît logique de rééquilibrer les choses. On insistait beaucoup à un moment sur les relations presse, sur évidemment la presse magazine, etc. Il y a un rééquilibrage
si vous voulez, au profit d'Internet, qui me paraît naturel si on veut avoir un contact avec notamment des clients plus jeunes. La question qui se pose, c'est de savoir comment les marques de luxe doivent utiliser Internet. C'est-à-dire que est-ce que c'est un outil en effet de communication, un outil marketing, ou est-ce qu'elles doivent vendre une part importante ou se préparer à le faire, et une part importante ou significative de leurs produits sur Internet. Alors là, il y a deux écoles. Il y a ceux qui pensent qu'il faut s'y préparer. Donc je pense par exemple à Ralph Lauren qui a beaucoup investi dans l'e-commerce, et d'autres au contraire qui considèrent que c'est un outil de communication mais que ça ne doit pas être un outil de vente, parce que justement il y a tout ce que j'ai exprimé sur les spécificités de l'acte d'achat. Et c'est vrai que l'expérience qu'on peut ressentir dans un magasin de luxe n'est pas du tout celle que l'on va ressentir sur les sites Internet. Et puis j'ajouterais que le problème auquel ils sont confrontés, c'est que les sites Internet tentent de solder, il y a d'ailleurs des problématiques juridiques, évidemment, beaucoup aussi les produits de luxe. Donc en termes d'image, là je parle de vente, hein, pas de véhicule de communication, mais en termes d'image pour la vente, c'est incontestablement un problème. Merci. Je vais aborder un autre sujet. Depuis quelques années, les grands noms du luxe font appel à de jeunes starlets pour leurs campagnes publicitaires. Par exemple, Blake Lively, la vedette de Gossip Girl pour Chanel, donc pour leur campagne publicitaire maintenant. Or, auparavant, on pouvait citer des noms comme Marilyn Monroe, Sophia Loren, Catherine Deneuve comme égérie de ces marques. Et donc, cette évolution est-elle le signe d'une volonté de se démocratiser de manière générale, de façon générale de ces marques, ou bien est-ce une démocratisation plutôt ciblée vers un marché de jeunes consommateurs? Moi, personnellement, je pencherais plutôt sur la deuxième branche de l'alternative. Bon, de toutes les façons, il faut être dans l'air du temps. Je vous dis, le luxe doit en permanence allier héritage et modernité. Il doit être dans l'air du temps aussi. Donc, il faut, de ce point de vue-là, s'adapter aux choses telles qu'elles sont. Hein. Mais elles ne risquent pas ainsi d'être éphémères, parce que finalement, je veux dire, ce ne sont pas des actrices de la trempe, je pense, de Catherine Deneuve ou de Marilyn Monroe, et finalement c'est le temps d'une... Je trouve qu'elles cassent un peu leur image en faisant appel à ces jeunes stars, et elles prennent le risque de produits éphémères pour des campagnes éphémères et qui ne restent pas dans la durée et dans les esprits. Il faut se renouveler. Je veux dire, Catherine Deneuve... Oui, bien sûr. Bien sûr. Sophie, une autre question. On continue une question, mais il n'y a pas de souci. Ouais. Alors, justement, vous parlez souvent de cette importance d'allier héritage et modernité. Est-ce que vous pensez que des marques de luxe plus jeunes, comme par exemple Dolce & Gabbana, qui a été fondée en 1985, ont une crédibilité à côté de marques comme voilà, Chanel, Hermès, ce que vous citiez tout à l'heure, malgré leur manque d'ancienneté? Je crois, si vous voulez, je ne l'ai pas dit, mais au fond, l'héritage, soit on l'a historiquement, à ce moment-là c'est une chance, et il faut s'en servir bien évidemment, mais on peut aussi en inventer un. Et donc il y a des constructions, et le storytelling c'est aussi ça. Si vous prenez Ralph Lauren a construit une légende. Mais voilà, une légende qui correspond à un certain imaginaire social qui est le white anglo-saxon protestant, voilà, vous voyez, de la côte est, drapeau américain, etc. Tout ça est complètement inventé, mais ça marche. Dolce & Gabbana, c'est la même chose, et il joue tout à fait sur le répertoire de l'héritage de la modernité. Parce que quand vous regardez Dolce & Gabbana, c'est l'alliance, vous voyez bien ça dans les publicités, des traditions siciliennes, les femmes en noir, etc., d'où le côté un petit peu voilà, sombre de la Sicile, énormément de pathos et de pathétique, avec Hollywood. Hollywood, la Californie, la modernité, etc. C'est une construction, mais c'est une construction originale, et
qui, si vous voulez, rend cette histoire, qui n'est pas d'ailleurs, contrairement à Ralph Lauren, inventée, parce qu'un des deux, je ne sais jamais lequel, est sicilien. Hein, je crois que l'autre est milanais, et je ne sais plus si c'est de chez Camalla, enfin peu importe, mais un est bien sicilien. Donc on n'est pas, si vous voulez, dans totalement l'invention, on est dans une situation un peu intermédiaire. Merci. J'ai envie de vous forcer à nous raconter une histoire, parce que je me souviens du moment où j'étais venu vous trouver à l'IFM pour vous proposer cette conférence, et c'est la question de Sophie qui m'y fait penser, puisque vous avez évoqué Ralph Lauren, votre ancienne expérience chez Lacoste. Vous m'aviez raconté, au moment où on s'était rencontrés, la lutte concurrentielle entre Ralph Lauren et Lacoste, et ce qui avait fait que Lacoste avait pris du retard au départ aux États-Unis. Je crois que c'est intéressant dans la compréhension de cette industrie qui est aussi de la gestion et sur les mutations de la société qu'il faut aussi accompagner. Alors Lacoste, comme vous l'avez dit, je n'y suis plus, mais enfin j'y ai été pendant longtemps. Pour être précis d'ailleurs, comme souvent en France les choses sont compliquées, vous avez deux sociétés, enfin il y en a même un peu plus que deux, mais donc une société qui s'appelle Devanlay, qui est actionnaire à 35% d'une société qui s'appelle Lacoste SA, qui est propriétaire des droits de la marque, et 65% de son capital est détenu par la famille. Et Devanlay est responsable de la création, de la fabrication, de la distribution de tout ce qui est textile et accessoires. Puis il y a une licence avec Procter, et puis une autre pour les chaussures, avec une firme anglaise qui s'appelle, dont d'ailleurs c'est Pentland. Donc voilà, si vous voulez, le système. Lacoste a toujours été très connu aux États-Unis parce que René Lacoste a gagné la Coupe Davis, etc. Mais Lacoste, aux États-Unis, a confié sa distribution au début des années 1980 à un licencié. Et là, les ennuis ont commencé parce que ce licencié, qui était d'ailleurs General Mills au départ, donc vous voyez le cheesecake, etc., ça n'a pas grand-chose à voir avec des vêtements de marque, a voulu faire du mass market et a dégradé la marque. Les produits, le fameux polo n'était plus seulement en coton, mais aussi en mélange avec du polyester. Les crocodiles changeaient de couleur. Enfin, je vous en passe. Et Ralph Lauren, qui était vendeur de cravates chez Bloomingdale's, s'est dit, il y a une place à prendre. Et il a créé de toutes pièces Ralph Lauren, en jouant justement sur le classicisme, des produits bien faits, et en choisissant d'ailleurs un business model évidemment, entre guillemets, plus moderne, c'est-à-dire qu'il s'est concentré sur la création, le marketing et le wholesale. À l'époque, pas de distribution intégrée, après ça a un peu évolué, et surtout pas de fabrication, alors que Lacoste est la fabricant. Enfin, ça, c'est une petite parenthèse. Mais c'est pour vous montrer que, d'une part, il faut faire attention aux licences. Et quand je vous disais, quand on contrôle sa chaîne de valeur, on contrôle l'expression de la marque, etc., les licences, c'est quand même dangereux. Et vous voyez d'ailleurs un recul des licences. Il y a aussi une firme qui a été extrêmement malmenée par les licences, c'est Dior, à toute une époque. Et aujourd'hui, au fond, les licences, c'est surtout les lunettes, qui sont un produit technique, etc., où il faut passer par des spécialistes. Et puis, pour certains, pas tous, ce n'est pas le cas d'Hermès, ce n'est pas le cas de Chanel, les parfums. Parce que c'est aussi, si vous voulez, un métier un peu différent et compliqué. Donc, il faut faire attention. Les marques, c'est fragile. Les licences, ça peut être dangereux. Et on peut perdre, sur un marché important, le contrôle de sa marque. Ça fait le lit d'un concurrent. Mais Lacoste a eu des tas d'autres ennuis parce que tous les clients du monde entier se plaignaient. Tout le monde allait à New York, aux États-Unis, ils voyaient que le crocodile était particulièrement maltraité. Heureusement, en 1994, cette licence a pu être achetée par Devanlay. Et puis il y avait également l'épisode de la gamme détail, qui est assez intéressant, où la gamme détail était inadaptée au marché américain. Ah oui, alors ça, c'est une question, si vous voulez, générale, et qui se pose d'ailleurs particulièrement aux marques françaises. C'est notre difficulté à nous adapter à d'autres morphologies, etc. Et c'est vrai que pendant très longtemps,
que ce soit pour le prêt-à-porter féminin, on avait beaucoup de mal à s'adapter aux besoins du marché allemand, du marché hollandais, du marché américain, etc. Parce que c'était l'obsession de la taille 38, etc. Donc là aussi, ça c'est important et c'est un sujet compliqué parce que aujourd'hui, si vous voulez que la marque ait une force, il faut quand même qu'il y ait une collection mondiale. Mais en même temps, il faut trouver des adaptations sans trahir, là encore, si vous voulez, l'identité de la marque. C'est toute une question très actuelle. Est-ce qu'on doit, par exemple, avoir demain, compte tenu de l'importance de ces marchés, des bureaux de design dans les marchés émergents? Si vous prenez l'automobile, Renault, il y a des équipes de design en Inde, il y en a dans d'autres pays européens. Le design s'est mondialisé. Est-ce que dans la mode et le luxe, on va rester sur le modèle quand même où on crée à Paris? Moi, je crois que ce modèle a encore des bons jours devant lui, mais enfin, la question mérite d'être posée. Merci. Je vous propose qu'on passe aux questions de la salle. Voilà, donc maintenant, tout le monde a à peu près l'habitude. Voilà, il suffit de tendre le bras et puis un micro arrive vers vous. Donc on a une question à gauche, mademoiselle. Oui, bonsoir. Moi j'ai une question pour vous. Est-ce que vous pensez qu'on peut parler pour l'industrie du luxe d'une industrie à deux vitesses, avec à la fois une industrie de luxe pour la masse, où on laisse de côté un peu tout ce qui, enfin le luxe comme rareté, et une industrie du luxe qui vraiment garde ce côté exceptionnel et rare. Je pense par exemple d'une part Louis Vuitton qui a de plus en plus de boutiques, de produits d'appel que d'autres marques. Alors il y a deux questions. Il y a d'abord, en effet, le marché, comme vous l'avez vu, la dimension du marché, la taille du marché s'est accrue. Est-ce que ça introduit des éléments d'hétérogénéité? Je veux dire, Vuitton a encore la capacité de se développer sans, si vous voulez, au niveau de gamme qu'il a choisi. La meilleure preuve, c'est que comme il y a des problèmes que je vous indiquais sur le cuir, les matières, Vuitton s'est trouvé dans la situation où il fallait augmenter les prix puisqu'il n'arrivait pas à fournir. Et il s'est aperçu que la demande était toujours là. Donc ça montre bien, si vous voulez, que vous avez un marché du luxe à son niveau qui continue à croître. Personne n'aurait imaginé que Vuitton puisse ouvrir une boutique à Oulan-Bator. Il l'a fait parce qu'à Oulan-Bator, vous savez, la Mongolie, c'est le pays des matières premières rares, etc. Donc il y a des gens extrêmement riches. Donc la boutique d'Oulan-Bator marche très bien. Donc ça c'est un premier sujet qui est de savoir en effet jusqu'où peut-on aller. Je crois qu'il y a encore des marges de développement. Si vous pensez à des pays comme le Brésil, même la Russie qui déjà achète beaucoup de produits de luxe, mais il y a encore des possibilités de développement. Même encore la Chine, parce que même si les boutiques de luxe ne sont plus seulement qu'à Pékin et Shanghai, il y a encore beaucoup d'opportunités. Alors ensuite, il y a un deuxième sujet. Vous parliez tout à l'heure du mastige, moi j'aime pas trop ce terme, qui est est-ce qu'il y a une place, et qu'est-ce que ça veut dire, personne ne sait très bien, pour l'affordable luxury, le luxe abordable. C'est-à-dire, au fond, est-ce qu'il faut avoir des deuxièmes lignes, des lignes bis, des prix d'entrée, etc. Bon, toutes les marques de luxe commencent à avoir un peu des prix d'entrée, parce qu'il faut bien quand même renouveler les consommateurs, attirer des plus jeunes, etc. Donc, mais là c'est une question en effet un peu plus compliquée. Est-ce que c'est encore du luxe? Est-ce que c'est plus du luxe? Où sont les frontières? Le luxe, vous n'avez pas au fond de définition du luxe. Ce qui est un luxe à un moment ne peut plus l'être, peut ne plus l'être à un autre moment. Au fond, c'est une auto-qualification. Quand vous dites aux entreprises quels sont vos concurrents, voilà, ils désignent, donc ils font partie du luxe. Donc il faut voir qu'on n'est pas du tout dans un marché comme celui, je sais pas, des sodas ou de l'automobile. C'est quand même, les frontières sont beaucoup plus complexes. Est-ce que Lacoste c'est du luxe? Non, parce que c'est finalement un polo
même si c'est cher, parce que vous trouvez des polos à 20 euros, un polo Lacoste, ça doit valoir entre 90 et 120 euros, c'est pas très cher en soi. Mais évidemment, c'est très cher par rapport à un polo de chez Carrefour à 20 euros. Bon, donc c'est du luxe abordable. Ou pas, j'en sais rien. Ou on dit du haut de gamme. Merci. On a une autre question au premier rang, et puis une autre plus loin là-bas. Bonsoir Monsieur Jacomet. J'ai une interrogation par rapport à la manufacture française en fait. Si je prends l'exemple d'un foulard Hermès, donc bien sûr on n'a pas forcément la soie, donc on va la chercher au Brésil ou en Chine. En France on a l'artiste, on a le tissage, et après on va finir le carré à Madagascar pour le faire rouloter. Mais est-ce qu'on aura toujours le tissage en France? Est-ce qu'on aura toujours le roulotage maintenant ne se fait plus par des Français parce que plus personne veut passer ses journées à rouloter un carré. Donc comme vous avez dit, l'importance du Made in France sur un produit, comment on va s'en sortir si plus personne en France veut faire un piqué sellier ou veut faire un roulotage de carré? Alors c'est un vrai sujet parce que on observe qu'en effet beaucoup d'opérations ne peuvent plus être faites en France parce qu'on n'a pas, si vous voulez, la main-d'œuvre. Moi, je crois qu'on est plutôt dans une période, je me trompe peut-être, où il y aura un retour vers ces métiers de l'intelligence de la main. Je crois qu'on a expliqué qu'il fallait que tout le monde fasse des études généralistes, abstraites, etc. Sans doute les temps difficiles dans lesquels nous sommes, je crois qu'à nouveau, moi je ne suis pas pessimiste là-dessus, mais encore faut-il que le savoir, le faire savoir et que les mentalités changent. Je crois que ce sont des métiers merveilleux, si vous voulez. Et donc je crois qu'il y aura un retour. Dans la vie, on voit toujours des cycles longs comme ça. Alors le roulotage, c'est pas en effet, comme vous l'avez dit, ce qu'il y a de plus important. Hermès ne le cache pas. Donc c'est écrit et dit que c'est fait en effet à Madagascar. La partie qui est en effet en France, qui est d'ailleurs à côté de Lyon, dans laquelle Hermès a beaucoup investi, est une partie justement qui allie un savoir-faire traditionnel et en même temps une certaine modernité en termes de matériel, etc. Et c'est une activité relativement, si vous voulez, capitalistique. Donc il n'y a pas de raison qu'elle soit menacée. Mais évidemment, s'il n'y a plus personne ne veut se mettre derrière les métiers, ça c'est en effet, finalement, c'est le vrai sujet aujourd'hui. On avait une question, voilà, la jeune femme qui lève la main. Donc, bonsoir Monsieur Jacomet. Alors moi j'aimerais bien, si vous voulez bien, que vous commentiez l'actualité un peu financière, notamment entre Hermès et LVMH qui se passe en ce moment, et nous dire s'il y a déjà eu des guerres intestines un peu comme ça entre les marques, et quel est le but, si c'est de retourner à un monopole, si c'est pour étouffer la marque qu'on acquiert, ou si ce serait par convoitise pour justement développer et profiter du fait qu'elle soit en bonne marche. Enfin, quelle est l'opération derrière ces jeux financiers? Écoutez, moi je ne suis pas du tout initié dans cette affaire, donc je n'ai pas d'informations particulières. Alors est-ce qu'il y a eu des guerres? Bon, évidemment, toutes ces marques sont en concurrence. Chanel est en concurrence avec Dior, notamment, parce qu'ils ont tous les deux de la haute couture. Le prêt-à-porter y joue un rôle important. Donc il y a évidemment une forte intensité concurrentielle dans ces métiers. Mon point de vue, c'est quand même que c'est une opération, si vous voulez, à très long terme. Donc, puisque vous savez qu'en effet, LVMH a pris une participation chez Hermès, et je ne crois pas du tout qu'il y ait une volonté de consolidation, etc. Ce qui serait d'ailleurs une erreur, parce que dans le luxe, on le disait, ce qui compte, c'est la différenciation, c'est des produits uniques, donc
préserver les identités. LVMH, on peut leur reconnaître beaucoup de défauts, mais enfin, ce sont des gens avisés. Donc, ils savent que Hermès est une affaire compliquée, dite en commandite. Donc, vous savez qu'il y a des commanditaires et des commandités. Donc, ils n'imaginent pas, si vous voulez, en prendre le contrôle extrêmement rapidement. Mais ils se disent, voilà, au fond, peut-être qu'un jour, il y aura des évolutions. Et donc, nous sommes présents, comme ils sont d'ailleurs présents dans beaucoup d'autres affaires dont on ne parle pas. Ils ont investi chez des jeunes créateurs, ils ont investi par exemple dans une affaire qui n'est pas une affaire de luxe, mais qui est plus une affaire de mode, qui s'appelle Sandro Mage Claudie Pierlot, qui doit être bien connu de certaines d'entre vous. Voilà. Donc, ils ont comme ça, c'est un grand groupe, ils préparent l'avenir, mais je ne crois pas, si vous voulez, qu'il va se passer grand-chose à court terme. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non? Ah, si. Ah, voilà. Bonsoir. Alors en fait, moi j'avais une question par rapport au fait que j'avais remarqué une généralisation du luxe à de plus en plus de catégories de produits. Donc avec les parfums d'une part, avec beaucoup de couturiers qui veulent leur propre parfum, et aussi au niveau des cosmétiques. Donc on voit que Yves Saint Laurent développe une gamme de plus en plus large, ou alors Armani également qui fait des cosmétiques. Est-ce que sans se diriger vers un mass market, voilà, étendre le luxe à un nombre de catégories le plus large possible en fait? Alors que ce sont des produits à la base qui sont certes dans le domaine du beau et de l'esthétique, mais qui n'avaient pas forcément besoin d'être reliés au luxe, mais juste à l'efficacité ou à une qualité. Enfin, c'est quand même des produits qui sont complémentaires, parce que on parle d'accessoires, donc voilà, il y a la notion si vous voulez, de silhouette qui est derrière. Les parfums de tout temps, ça a été considéré comme un produit de luxe. Donc je crois qu'on peut tout à fait faire du prêt-à-porter de luxe, des accessoires de luxe, de la joaillerie, des montres de luxe, etc. Je crois qu'il y a vraiment tout ce domaine est parfaitement légitime. On va prendre une dernière question. Il y avait quelqu'un qui avait levé la main dans la travée de gauche, là, voilà, monsieur. Bonsoir. Vous nous expliquiez en fait qu'une marque de luxe, c'était tout d'abord une histoire et une symbolique. Je me posais la question de savoir si on pouvait envisager l'apparition de nouvelles marques, ou est-ce que c'est quelque chose de quasiment acquis, qui est peu mobile? Et si on peut envisager la création de nouvelles marques de luxe, est-ce que ces processus sont déjà en cours? Alors c'est comme on dit, une bonne question, parce que personne n'a la réponse. C'est vrai qu'aujourd'hui, les investissements du fait de la mondialisation pour arriver, si vous voulez, au niveau des marques existantes sont considérables. Donc est-ce que c'est possible? D'un autre côté, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas non plus, au départ, beaucoup de barrières à l'entrée. Le talent compte énormément, la création compte énormément. Donc personne n'aurait pensé que Hermès devienne ce qu'il est. Même Vuitton. Je rappelle que Vuitton, au début des années 1980, c'était l'équivalent de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça en fait plus de 5 milliards. Bon. Mais c'est une question compliqué parce que c'est une espèce d'alchimie. Il faut le créateur, il faut l'air du temps, il faut ensuite des financiers, il faut la chance, sûrement le soutien des médias, etc. Il y a une question aujourd'hui, c'est aussi le rôle des médias, parce que aujourd'hui les marques contrôlent les grands médias de mode, ce qui n'était pas le cas, si vous voulez, il y a 40 ans. Je veux dire, Vogue, il perd les budgets des grandes marques, il n'existe plus. Donc vous voyez, il y a tous ces éléments. Donc
moi, je dirais que ce serait formidable. On cherche tous à ce que de nouveaux talents apparaissent et réussissent. Rien n'est impossible. Je reviens d'ailleurs, j'ai l'esprit d'escalier, vous m'en excuserez, sur ce que vous disiez en disant c'est nouveau le fait qu'il y ait plus de catégories de produits. Je rappelle que dans l'histoire de la haute couture, il y a eu un couturier après Worth qui s'appelait Jacques Doucet, qui est tombé maintenant totalement inconnu, mais enfin qui était un grand couturier et qu'on n'a rien inventé parce que ce Jacques Doucet avait un parfum, une ligne de chaussures, des accessoires, etc. Donc dès l'origine, il avait compris qu'il n'y avait pas que le vêtement et que la couture, mais qu'il y avait, si vous voulez, des produits complémentaires. Merci Dominique Jacomet. Merci beaucoup. Et bonne soirée à tous. Merci encore.